Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous, même si on est jeudi, une fois n'est pas coutume. Voilà, on va faire un petit peu le point sur mes lectures des 2 semaines et demie passées. Non, j'avais fait le point même le mercredi, donc finalement 2 semaines d'hier. Première semaine pas du tout productive, mais je le savais, je m'en doutais, puisque voilà, avec Montreuil, tout ça, je traînais, je préparais les choses et finalement j'ai peu lu. Heureusement, le train m'a aidé à rattraper le retard, mais mon premier livre m'a quand même duré 8 jours, donc ça m'a un petit peu stressé aussi parce que j'aime pas ça. Et c'est pas que c'était pas bien, mais c'est vrai que voilà, pas trop le temps plus que ça. Heureusement, la deuxième semaine a été plus productive. Donc je vous laissais, il y a 15 jours, je venais d'entamer le tome 2 de Legend Prodigy de Marinou chez Castelmore. Et j'en étais tout au début, puisque voilà, je crois bien que le lundi, j'avais lu 50 pages, et d'ici au vendredi, je n'en avais lu que 40 supplémentaires. Donc c'était très dur d'avancer dedans, et même dur de se motiver, parce que quand on est toutes pareilles, quand on a un certain rythme de lecture, finalement, quand on n'avance pas, ça nous stresse plus qu'autre chose. Donc voilà, sinon, quand dire, j'ai aimé. Maintenant, je suis quand même un petit peu plus mitigée que le premier, c'est-à-dire qu'on retrouve exactement le même schéma. Ce que j'avais un petit peu reproché au tome 1, c'était que pendant les 100 premières pages que comptait le livre, c'était très lent. On nous expliquait beaucoup de choses, mais il se passait pas grand-chose. Donc, j'avais pas adhéré à cette partie-là. Par contre, après les 200 dernières pages, j'avais été en apothéose. Et là, c'est un petit peu le cas aussi, puisque la première moitié du livre, même s'il se passe des choses, on va dire que ça m'a pas captivé du tout des masses. Limite, certains moments, je me suis même ennuyée. Et pour quelqu'un qui n'avance pas dans sa lecture, s'ennuyer en plus, ça le fait vraiment pas. Heureusement, la deuxième moitié, par contre, on tombe là vraiment dans l'action où les choses bougent, où ça se décante, même ça défouraille. Et c'est vrai que c'était vachement plus intéressant. Là, par contre, j'ai totalement adhéré. Maintenant, je vais quand même être plus exigeante que le tome 1, c'est-à-dire que le tome 1, autant je pouvais passer grâce aux 2 tiers qui rattrapaient le premier tiers et qui servaient vraiment parce que on nous posait les bases et c'est vrai qu'à côté de ça, ça nous évitait après d'avoir 36 explications pendant qu'on était dans le feu de l'action. Autant là, j'aurais aimé quand même que ce soit, enfin, c'est pas un début loupé, mais c'est pas un début super réussi. Voilà, moi je trouve que pour nous replonger dans l'univers, à part le fait que ça nous rappelle les événements, et ça c'était top parce que j'en avais vraiment besoin, c'était pas super attrayant et c'est dommage de commencer avec voilà, j'ai vu que certaines personnes l'avaient carrément abandonné et je comprends tout à fait. Maintenant, voilà, la fin est top, elle donne vraiment envie de lire le 3, mais j'espère vraiment que le début du 3 soit quand même mieux monté que pour ces 2 premiers tomes, sinon ça risque quand même un petit peu de m'agacer, voire de m'ennuyer. Voilà. Ensuite, j'ai eu envie d'enchaîner avec du léger, du rapide, du petit livre, et j'ai donc lu un petit livre de chez Milady Romance, donc dans leur collection Central Park, tout simplement, Douce Nuit, donc de Rose Clark et de Faye Robertson. Il est sorti vendredi dernier. Et j'ai adoré, voilà. C'est 2 nouvelles toutes courtes, voilà. Il y en a une qui fait à peine 100 pages, l'autre qui fait 140 pages, je crois bien. Mais c'est super bien passé, voilà. On est sur le thème de Noël, on est sur 2 histoires où à chaque fois, il n'est pas censé y avoir l'amour qui rentre en ligne de compte et finalement, ben voilà, c'est l'imprévu, on sait clairement quand on commence comment ça va finir puisque c'est le principe, mais voilà, suivre ces histoires. Donc la première, voilà, on a Anna qui a une maman, bon je vous le dis parce que c'est noté en quatrième de couve, mais voilà, sa maman a un Alzheimer précoce, donc elle est super occupée dès qu'elle rentre du boulot, voilà, elle n'a pas du tout de temps libre, elle le passe à s'occuper de sa maman, donc elle ne peut tout simplement pas tomber amoureuse, mais oui, mais ça c'est sans compter sur Hugh. Et la deuxième, on va suivre Oli, donc, qui est une gentille petite prof bien mignonne et qui va passer ses vacances finalement avec un de ses collègues qui lui faisait un petit peu peur à la base. Et en fait, elle va découvrir que voilà, il est veuf. Bon, il est pas super vieux en plus, il a dans les 35 ans, mais il est veuf et finalement, il s'est jamais trop remis de la mort de sa femme. Et voilà, l'amour va s'inviter. Donc pour les deux, c'est très mignon, c'est 2 saisons.
J'ai passé un super moment. C'est vraiment de la lecture détente, ça casse pas. Trois pattes à un canard, maintenant c'est vraiment super appréciable de temps en temps. Et surtout, voilà, moi, après ma galère un petit peu Prodigy, ça passait juste super bien. Ensuite, un deuxième petit livre pour préparer le premier de l'an. Comment survivre à une énorme gueule de bois de Stéphane Rose. C'est donc chez J'ai lu dans leur collection Humour. Ça fait là aussi 150 pages, à peine plus. C'était bien marrant, voilà. C'est sur le même principe un petit peu que La femme parfaite est une connasse. On rigole bien, c'est de l'humour des fois au 36e degré, mais ça passe bien. Au début, j'ai bien rigolé. C'est vrai qu'à la longue, quand on le lit sur d'affilée, à la fin, on rigole un peu moins parce qu'on sature un petit peu de cet humour gras. Mais voilà, il y a du bon. Il y a le programme télé idéal pour les lendemains de fête, quand on a justement une énorme gueule de bois. Il y a plein de choses. Il y a les chansons à écouter, celles à éviter. Il y a les différents problèmes qu'on peut avoir. Enfin, plein de trucs. On aborde plein de petits problèmes qu'on connaît tous ces jours-là où ça va pas super bien. Et voilà, c'est marrant. Si vous avez du monde dans votre connaissance qui est un petit peu coutumier de cette gueule de bois, ça peut être juste cadeau de Noël. Et puis bon, ça coûte 5 euros. Ça, on se ruine pas non plus. Donc voilà, une bonne découverte. Maintenant, ce pas non plus inoubliable ou indispensable. Ensuite, j'ai enfin sauté le pas puisque j'ai enfin sorti le dernier tome de Gone. Donc le tome 6, La Lumière de Michael Grant chez Pocket Jeunesse. Il était sorti au mois d'octobre. Je voulais le lire depuis que j'avais fini le tome 5 l'année dernière. Sauf que, voilà, comme je l'ai dit dans mon avis, j'ai eu beaucoup de mal à me préparer psychologiquement à finir cette série parce que j'avais énormément d'appréhension sur ce final. Quand on arrive en fin de série, c'est toujours ça. J'ai toujours une trouille pas possible des fins ouvertes qui me satisfaisent. Dont je ne suis jamais satisfaite. On va le faire dans ce sens-là, ça passera mieux, voilà. Moi, je veux une fin, une vraie, et j'avais peur que là, ce soit un petit peu, voilà, on nous laisse de l'ambiguïté et finalement, il n'y ait pas vraiment de grosse fin. Je me suis totalement trompée puisque la fin, voilà, ben, elle est juste super réussie, tout comme le bouquin. Euh, c'est un petit peu difficile cette série parce que si je l'aime beaucoup, il y a quand même des hauts et des bas. J'avais beaucoup aimé le premier. Le deuxième était quand même celui qui m'avait le plus déçu parce que m'avait pas emballé des masses, surtout avec sa première moitié. Le troisième était top. Le quatrième un peu moins bien. Le cinquième remontait. Donc j'avais vraiment peur qu'on finisse sur quelque chose de pas terrible. Et finalement, c'est super réussi. Parce que voilà, on a la pression tout du long. On, on se laisse complètement entraîner par les événements parce que voilà, là, on est vraiment dans le côté actif. Du récit. Il se passe énormément de choses, ça s'enchaîne. Donc, on se laisse porter par tout ça, on suit tous ces ados, on appréhende ce qui va se passer étant donné que l'auteur ne se prive pas de nous faire quelques magnifiques carnages. Voilà, ça, comme je le disais aussi dans mon avis, voilà, souvent, on tue les méchants et puis les gentils s'en sortent toujours. Là, c'est pas le cas. Tout le monde est logé à la même enseigne. Il y a, Là, il y en a qu'on voulait pas voir mourir et qui meurent. Il y en a d'autres qu'on espérait qu'ils meurent un jour et ils y passent aussi. Mais c'est juste un gros carnage. C'est juste super compliqué. Je veux pas vous parler trop de l'histoire parce que pour ceux qui sont pas à jour dans la série, ça spoilerait énormément. Donc, j'ai évité d'en parler. Mais voilà, moi qui appréhendais énormément ce dernier tome, j'ai vraiment été super agréablement surprise par ce qu'en a fait l'auteur. C'est c'est ce que j'attendais, même plus à certains niveaux. Donc vraiment une fin de série hyper réussie. Et si vous connaissez pas la série, je vous conseille de tenter, surtout que les tomes 1 et 2 sont sortis au format poche. Donc voilà, ils coûtent pas cher, je crois que c'est dans les 8 euros. Voilà. Donc j'ai quitté enfin Perdu de Bleach. Et je suis un petit peu navrée quand même. Mais bon, il faut arriver à la fin un jour. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 4 de The Lying Game Cache-Cache de Sarah Shepard. Donc c'est chez Flamme Noire dans leur collection Territoire. Et là aussi, c'était un petit peu un livre challenge puisque j'aimais beaucoup, j'ai adoré le tome 1. J'en ai même fait un coup de cœur, mais c'est vrai que le 2 m'avait quand même relativement déçu. Le 3 remontait un petit peu, mais n'arrivait pas à m'emballer plus que ça. Et c'est vrai que je m'étais dit que le tome 4 serait décisif dans le sens où si, encore une fois, la vie était un petit peu mitigée, j'arrêtais là pour la série. Je pensais aussi qu'elle serait plus longue que ça. Finalement, entre-temps, j'ai découvert qu'elle s'arrêtait au tome 6.
Donc j'étais déjà quand même plus motivée. Et finalement, j'ai passé un très bon moment avec ce tome 4, malgré quelques petites choses agaçantes. Ce qui m'a particulièrement agacé, c'est le don qu'a l'auteur de nous détailler les personnages et leurs vêtements en nous citant les marques. C'est-à-dire qu'elle va nous parler des mains, elle va nous dire qu'elle a enfilé une robe, je sais pas, Dior, avec des escarpins, les boutins, et puis elle sortira sa pochette Chanel ou quoi que ce soit. Elle nous fait un petit peu, surtout au début du livre, c'est beaucoup de rappels sur tous ces petits détails qui m'ont super agacé. J'ai eu l'impression qu'elle essayait de me vendre la dernière collection de fringues à la mode, voilà, où je me demande, je sais pas si elle a des partenariats carrément avec les marques pour les citer et puis recevoir des articles gratuits, mais ça fait un petit peu ça au bout d'un moment, parce que ça revient quand même régulièrement. Bon, elle s'est calmée sur la fin, mais c'est vrai que ça, c'était assez agaçant. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est un petit peu le changement dans le schéma qui était très redondant, c'est-à-dire que pour tous les tomes, on attaque le tome sur Emma qui suspecte quelqu'un d'avoir tué Sutton. Elle va accumuler les preuves contre cette personne tout le long du livre avant d'arriver à la conclusion qu'en fait, non, cette personne est innocente parce que voilà, la dernière preuve qu'elle trouve d'innocente complètement. Et ça, c'est super agaçant parce que vous commencez le livre en suspectant quelqu'un, vous savez déjà que cette personne ne sera pas le meurtrier de Sutton. Ben là, on change un petit peu les trucs puisqu'on passe plusieurs suspects. Voilà, au lieu de, elle rentabilise son tome dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on ne suspecte qu'une seule personne. Et y avoir plusieurs personnes mises sur le banc de l'accusé et voilà. Pour certains, on va arriver à les innocenter, pour d'autres, il y aura encore des doutes qui persistent. Et surtout, l'auteur va prise à dépourvu parce que voilà, elle m'a annoncé un truc que j'avais pas du tout vu venir et je crois que même en faisant attention aux détails, c'était très dur de le voir venir. Donc j'ai été super contente de ça, qu'elle arrive enfin à me surprendre parce que c'est vrai que pour l'instant, je m'ennuyais quand même relativement. Enfin, c'est pas que je m'ennuyais, mais ça restait trop prévisible à mon goût malgré le fait que là, ça le soit aussi un petit peu, mais bon, c'est quand même vachement mieux foutu et j'ai retrouvé vraiment un intérêt pour la série, donc de toute façon, je continuerai avec le tome 5 et avec le tome 6. Voilà pour mes lectures passées. Mes lectures en cours, c'est comme très souvent un petit peu l'anarchie. J'ai pris un peu de tout, j'ai commencé un peu de tout, j'ai pas fini grand chose, donc voilà, j'avais envie de mon aventure et passion, donc je l'ai entamé. Comment conquérir son épouse d'Ashley March. Donc chez J'ai lu pour elle dans leur collection Aventure et Passion. J'ai dépassé un peu la moitié parce qu'en fait mon marque-page n'est pas à niveau. Voilà. J'ai commencé le livre et en fait je continue un petit peu en lecture diagonale, c'est-à-dire que je passe un super moment maintenant, j'ai pas envie de passer trois plantes dessus, puis des fois il y a des petits détails qui, je trouve pas que ce soit dispensable, donc j'ai tendance à, voilà, à lire un petit peu en diagonale ma page et à rester sur l'important plutôt que sur les descriptions un petit peu secondaires. Maintenant, comme je vous le dis, je passe un super moment, surtout quand on tombe dans l'histoire me bottait super bien puisqu'on suit à la base Philippe qui est donc le duc de Rutherford et qui avait une fiancée qui était juste parfaite. Voilà, il rêvait de l'épouser, sauf qu'il se les fit juste un petit peu beaucoup tiré par son meilleur ami qui en plus était un simple écuyer, je crois bien, ou un truc comme ça. Donc il a un petit peu pas du tout digéré la trahison. Donc pour se venger, il avait séduit la petite sœur de son meilleur ami. Il a fait croire qu'il était amoureux. Et puis il l'a épousé, il a passé sa nuit de noces, et puis le lendemain, il lui a gentiment balancé au visage que de toute façon, il avait fait semblant, que c'était une vengeance, qu'il n'éprouverait jamais rien pour elle, que de toute façon, ben maintenant, elle avait plus le choix, elle restait sa femme et qu'elle resterait clairement à s'ennuyer en race campagne pendant que lui irait mener sa vie à Londres. Très sympathique, sauf que la demoiselle s'est rebellée et a décidé de faire les 400 coups pour un petit peu beaucoup l'humilier et l'obliger à demander le divorce. Donc voilà, l'histoire me plaisait bien. On commence le tome, c'est clairement expliqué derrière. Le fameux duc a changé d'avis, finalement, il la trouve super bien, sa femme, même s'il l'a clairement pas fréquentée pendant ces 3 ans, mais finalement, il veut la garder, donc il veut la conquérir. Donc on le voit un petit peu en galère, lui courir après elle, elle a été tellement juste humiliée qu'elle a même pas envie d'en entendre parler. Donc voilà, on est en plein jeu du chat et de la souris. Ça se tourne autour, ça se pousse, ça s'attire, voilà. Ça passe bien. Maintenant,
J'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu trop justement ce jeu du chat et la souris. Peut-être que sur tout le tome, ça va faire un petit peu trop. Surtout, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'on s'attarde pour l'instant pas assez sur le passif des personnages, parce que pour l'instant, j'ai rendu à la moitié, j'ai clairement eu que deux, voire trois vraiment flashbacks sur leur histoire passée, sur le moment où il l'a séduite, sur le moment où il l'a épousée, où il lui a dit la vérité, mais c'est vrai qu'on n'en sait pas trop sur leur passif avant ça, donc ou même sur les 3 ans où ils sont mariés, et pourquoi, j'aimerais savoir pourquoi finalement il a changé d'avis, il veut la garder comme épouse. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça j'ai pas trop, j'ai plus ce jeu de on se tourne autour et ça n'avance pas trop. Donc voilà, mais j'apprécie beaucoup ma lecture et je vais la continuer avec plaisir. En parallèle, j'ai commencé donc le tome 1 de Mystic City de Theo Lawrence, donc chez Pocket Jeunesse, qui sortira le 2 janvier prochain. Le résumé me parle bien, et franchement, on me balance directement devant Roméo et Juliette dans un New York futuriste hanté par une étrange magie, ça me botte bien. Donc pour l'instant, pas trop d'avis, j'ai lu 45 pages, juste commencé. Voilà, ça peut être sympa maintenant. Comme je vous dis, je suis pas assez entrée dans l'histoire pour vous dire si ça vaut vraiment le coup ou si c'est loupé ou si c'est moyen. Voilà, pas d'avis, donc on en reparle au prochain point vidéo. Ma troisième lecture en cours, elle aussi juste commencé puisque je vais pas arriver à le lire celui-ci. Pourtant, je suis motivée, donc c'est le tome 1 de Sœur sorcière de Jessica Spotswood, donc chez Nathan, qui est sorti cet été, que j'avais commencé cet été avant de le laisser un petit peu en plan pour partir en vacances. J'ai décidé de le reprendre depuis le début parce que autant je m'en souvenais, mais voilà, pour me remettre bien les personnages et tout ça, les prénoms, j'ai trouvé que c'était plus simple de recommencer. Maintenant, j'ai pas avancé plus, donc j'ai pas d'avis non plus, donc on en reparle aussi la prochaine fois. Voilà, mes lectures à venir. Alors j'ai prévu ensuite de me faire un plaisir avec Des mots sur mes lèvres, qui sortira alors lui chez Fleuve Noir dans la collection Dire Histoire aussi le 2 janvier prochain. J'ai super hâte de le lire parce que voilà, j'ai vu que de bons retours sur ce livre. Mylène nous a balancé un gentil avis qui donnait juste super, méga, ultra envie aussi. Donc je le sors juste après avoir fini un petit peu tout ce que j'ai en cours, et ensuite je me ferai aussi une relecture puisque j'ai envie de retourner, voilà, à la Cité des Ténèbres. Je l'ai lu il y a super longtemps, ce tome 1. Je l'avais lu en plus en VO, et c'est vrai que j'avais trouvé que c'était pas super évident de se plonger dedans. C'était particulier à certains niveaux au début. Donc voilà, j'ai envie de me faire une petite relecture VF. Donc je le sortirai ensuite. Voilà pour le point lecture. Je vais pas en mettre plus. Je pense qu'il y a assez d'encours et d'avenir pour éviter d'en rajouter encore. Que vous dire d'autre? Si je suis à la bourre grave sur les vidéos que je voudrais faire. Je voulais faire une petite vidéo hier même où je vous parlerai vite fait de Montreuil aussi. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Peut-être la semaine prochaine, je sais pas. J'espère que ça va bien se goupiller. Et je voulais aussi vous faire une petite chronique vidéo sur le tome 1 de Fleur de Peau, donc Rush, où j'ai eu un avis particulier. Donc j'espère aussi arriver à la faire la semaine prochaine. Je suis pas ultra sûre de ça. Voilà, on va croiser les doigts pour que ça se mette bien et que j'arrive un petit peu à rattraper un petit peu tout ce retard. Parce que voilà, niveau chronique, ça gère à peu près en ce moment. C'est niveau vidéo, j'arrive pas à faire ce que je veux. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En attendant, donc pour les prochains points, oui, j'espère mardi essayer d'en poster une. En attendant, je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, de très bonnes découvertes, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.